Alors, on va reprendre donc le cours concernant les design patterns. Donc, je vous rappelle que nous avons déjà entamé en fait ce cours. Nous avons défini donc les concepts de base des design patterns. Et dans les concepts de base, donc nous avons parlé de la classification Goff, dans laquelle nous avons dit que euh, les design patterns sont classifiés en trois catégories. Donc, il y a la catégorie création. Donc, c'est dans cette catégorie création, on va trouver l'ensemble des design patterns qui montrent la manière avec laquelle on va créer les objets, de façon à ce que l'on puisse mieux donc gérer les instances des objets. Donc, en fait, il y a dans la catégorie création, donc il y a des patterns que nous allons voir comme les patterns factory, méthode, abstract factory, builder, prototype, et singleton. Alors ça, c'est des patterns qui font partie de la catégorie création, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment créer, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour instancier les objets de l'application. Et puis donc il y a la catégorie structure, dans laquelle on montre la manière avec laquelle on va connecter les classes de façon à rendre ces connexions indépendantes des évolutions futures. Notamment, on pense toujours à créer des applications fermées à la modification et ouvertes à l'extension. Bon, à ce niveau-là, donc, on va trouver un ensemble de design patterns que nous allons étudier. Le pattern adapter, le pattern bridge, composite, decorator, façade, flyweight, proxy. Bon, tout ça, c'est des patterns que nous allons étudier. Et puis, donc, il y a la catégorie comportement. Alors, dans la catégorie comportement, nous avons dit que dans ces patterns, on va montrer les interactions entre les objets pour réaliser des opérations. Donc, c'est-à-dire la manière avec laquelle les objets peuvent interagir de façon à réaliser donc une opération avec la plus bonne des manières. Donc, dans ces patterns, il y a un ensemble de patterns également qu'on va étudier au fur et à mesure. Donc, le premier design pattern que nous avons étudié la dernière fois, donc c'est le pattern stratégie. Donc, nous avons donc étudié ce pattern-là. C'est un pattern qui est très important. Donc, je rappelle juste que le pattern stratégie, c'est un pattern qui définit une famille d'algorithmes. Plutôt encapsuler chacun, les rendre interchangeables les rendre interchangeables c'est-à-dire de façon à ce qu'ils puissent évoluer indépendamment des évolutions futures, c'est-à-dire indépendamment des classes clientes qui les utilisent. Donc ça, c'est le pattern, on a beaucoup parlé dessus. Donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'en fait, on a beaucoup détaillé avec des exemples d'applications. Alors, aujourd'hui, on va continuer à étudier quelques design patterns, toujours dans la catégorie comportement. L'un des patterns qu'on va retrouver beaucoup dans les architectures des applications, c'est le pattern observer. Donc, on va essayer donc de voir ce que c'est le pattern observer et comment, bien sûr, l'implémenter. Alors, le design pattern observer, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Donc, voilà sa définition. Le pattern observer, il définit une relation entre les objets de type 1 à plusieurs. Donc vous avez des objets de type 1 à plusieurs. Il y a un objet qui est en relation avec plusieurs objets. Alors, il y a un objet qui s'appelle l'observable. Observable. Et après, les autres objets, c'est ce qu'on appelle les observateurs. Observers. Donc, le pattern observer donc, définit une relation entre les objets de type 1 à plusieurs. Donc, ça, c'est une relation de type one-to-many. De façon à ce que quand l'état d'un objet change, quand l'état de l'objet observable change, quand son état interne change, et bien tout simplement, tous les objets qui sont liés à cet objet-là vont être informés. Ça veut dire qu'ils vont être notifiés de ce changement. Bon, l'idée principale, c'est très simple. C'est tout simplement, vous avez un objet qui a un état. Et dès que
l'état de l'objet change, quand l'une de ces variables change, quand son état change, bah, on va notifier tous les observateurs. C'est-à-dire on va informer les observateurs comme quoi l'état de l'objet observable a changé. Donc ce qui fait que les observateurs vont bien sûr se mettre à jour. Donc ça c'est l'idée principale. Alors pour vous expliquer encore mieux, c'est très simple, donc je vous donne juste un exemple. Supposons que vous avez, par exemple, moi je suis l'objet observable. Je suis l'objet observable. Je suis par exemple quelqu'un qui est dans le domaine de la recherche, par exemple, de l'emploi. Ça veut dire que j'ai un état, je reçois des informations. Et vous, vous êtes des observateurs. Et vous êtes des observateurs, c'est-à-dire quoi des observateurs? C'est-à-dire, vous allez, pour être des observateurs, par exemple, vous cherchez de l'emploi. Donc, vous cherchez de l'embauche. Ben, il dit quoi donc, pour que vous soyez des observateurs, vous allez faire ce qu'on appelle une souscription chez moi. Donc, vous allez faire une souscription. Donc, dès que vous êtes souscrit chez moi, vous avez ce qu'on appelle un subscribe. Une fois que vous êtes souscrit chez moi, ben, à chaque fois il y a une nouvelle, à chaque fois il y a des nouvelles données, ben, je vous envoie une notification. Donc, c'est-à-dire je vous informe. Donc, ce qui fait que pour vous, une fois que vous êtes enregistré ou bien vous êtes souscrit, ben, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, à chaque fois que mon état change, ça veut dire que à chaque fois que je reçois des nouvelles données, eh bien, vous serez informé. Donc, je vous informe, je vous envoie des notifications. Donc, si vous avez compris cet exemple-là, c'est à peu près le principe du pattern observer. Donc, comment ça se passe généralement? C'est que vous avez un objet observable qui a un état, par exemple ici state égale à 10. Et puis, donc, vous avez des observateurs. Alors, pour devenir un observateur, la première des choses qu'on va faire, c'est que les observateurs vont faire une opération qui s'appelle subscribe. Alors, subscribe ou bien register ou bien plutôt s'enregistrer si vous voulez. Alors, ça veut dire quoi finalement s'enregistrer? Ça veut dire quoi ça, subscribe? Subscribe, ça veut dire tout simplement l'observer, il va donner son adresse ou bien sa référence à l'observable. Donc, ce qui fait que tous les observateurs qui vont faire un subscribe, ben, ils vont être listés chez l'observable. Donc, autrement dit, donc, vous avez en fait l'observable possède une liste dans laquelle il va tout simplement référencer ces observateurs. Alors, pour donner l'exemple que je vous ai donné, et bien tout simplement, par exemple, quand vous allez faire une souscription chez moi, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Donc, ça veut dire que moi, je dispose d'une liste de numéros de téléphone. Et dès que mon état change, dès qu'il y a des nouvelles informations, eh ben, je vous envoie des notifications. C'est-à-dire quoi, envoyer les notifications? C'est-à-dire parcourir la liste des références, des adresses si vous voulez, et après envoyer des notifications vers les observateurs. Donc, la première étape qui se fait généralement, c'est ce qu'on appelle l'opération de subscribe. Alors, après, par la suite, dès que l'état change, à chaque fois qu'il y a l'état de l'objet change, par exemple ici l'état state égale à 10, si la valeur de state change, ben, qu'est-ce qu'il va faire tout simplement l'observable? Il va notifier les observateurs. Donc, ça veut dire quoi? Notify observers, ça veut dire envoyer une notification. Et envoyer une notification, c'est tout simplement généralement faire appel à une méthode, à une opération chez l'observable qui s'appelle update, pour lui demander de se mettre à jour. Et quand j'appelle la méthode update, je lui transmets la valeur c'est-à-dire la nouvelle valeur. Quand l'état change, donc je transmets la valeur du state, c'est-à-dire la valeur du message que vous voulez transmettre. On le transmet à travers l'appel à la méthode update. Donc le fait que l'observable fait appel à la méthode update de l'observer, bon, ça s'appelle une notification. C'est une notification, c'est-à-dire je t'informe que voilà une nouvelle donnée. Ben, il dit que donc l'observable il va se mettre à jour. Et la même chose pour l'autre. Donc c'est-à-dire notify observer, ça veut dire que
je vais appeler la méthode update de chaque observeur. Il dit que donc tous les observateurs vont recevoir l'information, la même information, et après ils peuvent se mettre à jour. Alors ça c'est l'idée principale du pattern observer. Alors maintenant, dans l'implémentation de ce pattern, il existe deux variantes. Il y a ce qu'on appelle une variante qui utilise la technique du push. Alors push, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'observable qui pousse l'information vers l'observeur. Généralement, c'est ce qui se passe ici. C'est que quand l'observable va notifier, quand il appelle la méthode update, il envoie la valeur c'est-à-dire du state, c'est-à-dire la nouvelle valeur. Et quand l'observable envoie la valeur, c'est-à-dire la nouvelle valeur du state vers l'observeur, bon, ça c'est ce qu'on appelle la technique du push. Push, ça veut dire c'est l'observable qui va pousser l'information, ou bien qui va pousser le nouveau state vers l'observeur. Alors, c'est comme si par exemple, une fois, par exemple dans l'exemple de tout à l'heure, une fois que vous avez fait une souscription chez moi, et bien dès qu'il y a par exemple une nouvelle offre d'embauche, et bien je vous envoie la notification, et dans la notification, je vous envoie le nom de l'entreprise, je vous envoie les informations sur l'entreprise. Donc ça, j'utilise la technique du push. Push, ça veut dire dans la notification, j'envoie l'information. Alors également, il y a une autre variante du pattern observer, c'est la technique de pop. Alors pop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observer, il va faire un subscribe vers l'observable. Dès que l'état de l'observable change, ben, qu'est-ce qu'il fait l'observable? Eh bien, il va tout simplement notifier. Et quand il va notifier, il va appeler la méthode update. Et comme vous voyez dans ce cas-là, la méthode update n'a pas de paramètres. Alors, comme vous pouvez le constater, la méthode update n'a pas de paramètres. Ici, c'est une notification, c'est-à-dire vous dites à l'observeur, voilà, il y a une nouvelle valeur, par exemple, c'est-à-dire l'état a changé. Et après, c'est l'observeur plutôt, qui va se charger d'appeler la méthode getState de l'observable pour récupérer la valeur du state. C'est-à-dire dans ce cas-là, finalement, c'est l'observable qui va faire un pop. C'est lui qui va demander à l'observable de lui donner la nouvelle valeur. C'est-à-dire l'observeur, il peut choisir quel est le moment qu'il veut pour récupérer la nouvelle valeur. Alors cette technique-là, ça s'appelle pop. C'est-à-dire c'est l'observeur qui va tirer, soi-disant, cette information. Alors, dans l'exemple de tout à l'heure, par exemple, vous êtes des observables, vous avez fait une souscription chez moi. Alors, une fois que j'ai une offre d'embauche, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais vous envoyer un SMS, par exemple, une notification pour vous dire il y a une nouvelle. C'est ça, il y a une nouvelle. Mais je ne vous envoie pas l'information. Je vous dis il y a une nouvelle, c'est-à-dire il y a des nouveautés, soi-disant. Et après, c'est à vous une fois que vous recevez la notification, c'est à vous de m'appeler quand vous voulez pour demander quelle est la nouvelle information. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, la nouvelle offre d'embauche, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est l'observeur qui va choisir le moment qui lui convient pour aller tirer c'est-à-dire l'information à partir de l'observable. Donc vous voyez donc qu'il y a deux variantes, il y a la technique des push et la technique des pop. Est-ce que c'est clair? Le principe de base. Ok. Monsieur, pour le push, se fait d'une manière automatique. Alors le push se fait d'une manière automatique, en fait. C'est-à-dire, vous allez voir, en fait, c'est-à-dire techniquement parlant, c'est pas compliqué.
Parce que push, c'est-à-dire quand l'observable appelle la méthode update, il transmet l'information. C'est ça push. C'est lui qui pousse l'information vers l'observeur. Mais par contre, dans la technique du pop, c'est que ici vous voyez la méthode update n'a pas de paramètres. Oui. C'est-à-dire il appelle la méthode update pour dire il y a c'est-à-dire mets-toi à jour. Et puis c'est l'observable qui va encore contacter l'observable pour récupérer la nouvelle valeur. C'est-à-dire il va utiliser getState, si vous voulez. Alors maintenant, ça c'est le principe de base. Alors on va essayer donc de voir en fait le pattern observer, c'est son diagramme de classe, c'est ce que vous voyez ici. Donc nous allons avoir deux interfaces. Il y a l'interface observer. Alors cette interface contient une seule méthode, c'est la méthode update. Et puis donc la méthode update, donc la signature de la méthode update va dépendre du fait est-ce que c'est la technique du push ou bien la technique du pop. Donc on va essayer de voir les deux variantes. Donc il y a en tout cas la méthode update. Et puis donc vous allez avoir des implémentations des observateurs. Et les observateurs, c'est quoi? C'est des classes qui implémentent cette interface observer. Donc ici, on implémente l'interface observer et on va redéfinir la méthode update. Alors bien sûr, chaque observer peut, dans sa méthode update, il peut définir son code qu'il va exécuter à chaque fois que il reçoit la notification. Alors de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'observé ou bien l'observable. En fait, c'est ce qu'on appelle le sujet. Le sujet, c'est-à-dire celui qui détient l'information. Alors, l'observable, donc, c'est un objet généralement qui possède souvent trois méthodes. Donc, il y a une interface observable dans laquelle on va trouver une méthode qui s'appelle addObserver. C'est ce qu'on appelle également subscribe. Souvent, dans la majorité des cas, on l'appelle subscribe ou bien addObserver, si vous voulez, ou bien register. Donc, ça, c'est des noms qu'on peut utiliser. Il y a une méthode removeObserver, c'est-à-dire un subscribe si vous voulez, c'est-à-dire un observateur quand il veut faire un subscribe, il appelle la méthode addObserver. Quand il veut se désabonner, il appelle removeObserver. Et puis il y a la méthode notifyObservers. Donc c'est une méthode généralement qui va être appelée à chaque fois que l'état de l'objet change. Dès que l'état de l'objet change, la méthode notifyObservers va être appelée. Et cette méthode notifyObservers, donc c'est dans cette méthode-là qu'on va, c'est-à-dire faire une boucle, soi-disant, chercher la liste des observateurs et faire appel à la méthode update de chaque observer. Alors vous voyez donc que ça c'est l'interface. Et puis il y a l'implémentation. Donc pour être un observable, généralement on a besoin d'implémenter donc cette interface observable. Et généralement un observable, donc il a un état, il a bien sûr des données internes. Et puis il y a une relation, ça c'est important, c'est que ici vous avez une relation entre l'observable et les observateurs. Et cette relation elle est de type one-to-many, c'est-à-dire un observable, et c'est-à-dire il est lié à plusieurs observateurs. Donc ici donc vous avez une relation one-to-many, ça veut dire tout simplement que dans la classe observable, nous aurons besoin d'avoir une liste dans laquelle on va manipuler une liste d'observateurs. Et puis donc on aura besoin de redéfinir les méthodes de addObserver, removeObserver et après notifyObserver. C'est donc les trois principales méthodes que nous avons dans l'interface. Et puis donc vous avez donc les méthodes setEtat et getEtat. setEtat, donc vous voyez, donc c'est une méthode qui va être appelée au moment du changement de l'état pour changer l'état de l'objet. Et getEtat, c'est la méthode qui va permettre à un autre objet de lire la valeur de état. Bon, c'est les getters et setters si vous voulez. Alors pour comprendre mieux, donc on va essayer de faire une implémentation. Donc c'est pas compliqué. Donc je vais lancer l'IDE ici directement. Voilà.
C'est bon, vous arrivez à voir voilà, l'écran IntelliJ, non? Non, je pense pas. Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Oui. Alors, pourquoi je le vois pas moi? Ah d'accord, ok. Je suis pas dans le bon... Ok, ça marche. Alors en tout cas, donc on va essayer donc de créer un... Voilà, on va créer un projet. Donc je vais créer un projet, un simple projet Java. Donc ici, pattern observer. Alors c'est un projet Java Maven par exemple, simple. Alors bien sûr, vous savez ça. Alors dans ce projet-là, donc nous allons définir donc une implémentation du pattern observer. Donc je vais commencer par supprimer donc ces classes-là de base. Je peux le supprimer. Delete. Voilà, donc je vais définir d'abord les deux interfaces. Donc je vais créer l'interface, une interface observer. Alors je vais la mettre dans un package ops tout court. Donc ça c'est l'interface observer. Alors généralement l'interface observer, c'est une interface qui contient une méthode update. Au notify, généralement c'est update. Alors cette méthode update, petite seconde. Voilà. Alors la méthode update, vous voyez donc ici la méthode update, généralement la méthode update reçoit un paramètre souvent dans lequel on va, c'est les paramètres qui vont permettre donc de recevoir le nouvel état. Alors dans notre cas ici, on va supposer que l'observable, il gère un état qui est un entier. Par exemple ici, donc je vais l'appeler state. Tout simplement, c'est une variable. Et nous avons besoin d'une interface observable. Donc deux interfaces. Observable. Alors cette interface contient trois méthodes principales. La première méthode c'est subscribe. Alors subscribe, il reçoit un objet de type observer. Donc la méthode subscribe permet d'enregistrer ou bien de souscrire ou bien d'ajouter une souscription d'un observer. Donc observer. Alors ça c'est une interface bien sûr. Donc observer. Vous avez une autre méthode remove observer ou bien ce qu'on appelle un subscribe. Observer. Et puis vous avez une méthode notify observers. Notify observers. C'est une méthode qui n'a pas de paramètres. Observers. Alors ça c'est les deux principales interfaces. Donc vous avez observer. Donc tout observateur, pour devenir un observateur, il faut implémenter cette interface. Et pour devenir un observable, bah, il faut implémenter cette interface. Donc ici, donc, on va créer d'abord un observable. On va implémenter donc cette interface. Donc je crée une classe qui implémente cette interface qu'on va appeler observable implémentation. Donc observable implémentation, c'est une classe qui implémente l'interface observable et dans laquelle on va redéfinir bien sûr les trois méthodes principales qui sont définies dans cette interface.
Alors, quelles sont ces trois méthodes? Donc, vous avez ici, vous avez subscribe, unsubscribe et vous avez notify observers. Alors, maintenant, il y a une relation entre un observable et les observateurs. Bon, cette relation, elle est de type one-to-many. Ça veut dire quoi, one-to-many? Ça veut dire, c'est ce qu'on voit, c'est ce que nous avons montré tout à l'heure dans le... C'est ce que nous avons ici. Vous avez ici une relation one-to-many, c'est-à-dire un observable, il est lié à plusieurs observateurs. Donc, ça veut dire que nous allons avoir besoin d'une liste, ici, une liste qui contient les observers. Observers, on va l'initialiser par exemple new ArrayList. Bon, ça c'est la relation. Ben, et puis donc vous avez le state, l'état de l'observable. Alors ici dans notre cas, on va supposer que l'observable il a un state, c'est un état, c'est une variable state. Au départ, il est égal à 0 par exemple, c'est la valeur initiale. Et dans ce cas-là, on va maintenant implémenter ces méthodes. Alors la méthode subscribe, c'est une méthode, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet tout simplement d'ajouter l'observer à cette liste. C'est-à-dire on va juste écrire this.observers.add observer. Donc on va, c'est ça subscribe. Subscribe ça veut dire quoi? Ça veut dire que ajouter un observateur ou bien un observer si vous voulez à cette liste. Et ça veut dire quoi? Un subscribe, ça veut dire supprimer cet observateur de cette liste. C'est-à-dire, on va utiliser encore observers, remove, observer. Et puis, vous avez notify observers. Alors, ça veut dire quoi notify observers? Notify observers, ça veut dire parcourir cette liste. C'est parcourir la liste des observateurs. Et pour chaque observateur, j'appelle sa méthode update. Donc, c'est-à-dire je vais notifier chaque observateur. Ben, on va avoir ici une boucle de type for, par exemple, pour chaque observer. Vous voyez, donc tout ça, c'est des interfaces que je manipule là. Pour chaque observer, de la liste des observateurs, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement observer.update. Alors, vous voyez, donc ici, donc c'est ça. Donc, j'appelle la méthode update. Alors, maintenant, si on veut utiliser la technique du push, ben, j'envoie l'état, state. C'est-à-dire l'état, la nouvelle valeur de l'état, je la pousse, je l'envoie vers l'observer. Et après, on va voir tout à l'heure l'autre variante, c'est-à-dire la technique du pop. Ici, donc, nous utilisons la technique du push, c'est-à-dire la méthode update. Dans la méthode update, on transmet l'information. Alors ça c'est notify observers. Donc c'est comme ça qu'on définit la méthode notify observers. Et puis maintenant il reste les get state et set state. Alors get state, donc c'est une méthode que n'importe quel objet peut appeler pour lire la valeur du state. Et ça il sera très utile notamment quand on utilise la technique des pop, c'est-à-dire permettre à un observer de tirer l'information à partir de l'observable. Alors, et puis il y a la méthode setState. Mais par contre, setState, c'est un peu particulier. Alors, dans ce pattern, setState, normalement, c'est la méthode qui va être appelée à chaque fois que l'état va changer. Donc, à chaque fois qu'on veut changer l'état de l'objet, on appelle la méthode setState. Et on sait très bien que la méthode setState, à chaque fois que l'état change, il faut notifier les observateurs. Alors ça veut dire que c'est à l'intérieur de la méthode setState, on appelle la méthode notify observers. Donc vous voyez donc ici, ça c'est l'astuce du pattern observer, c'est que à chaque fois, c'est ça l'implémentation de, en fait, la traduction de la définition. À chaque fois que l'état change, parce que le seul moyen pour que l'état de l'objet change, c'est d'appeler la méthode setState. Donc, à chaque fois que l'état de l'objet change, tous les objets qui dépendent de cet objet-là, c'est tous les observateurs, eh bien, ils seront notifiés. Donc, vous voyez donc la méthode notify observers, quand il est appelé, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, nous allons avoir
une boucle pour parcourir les observateurs, et pour chaque observateur, on va notifier l'observateur. Alors, on va essayer donc de tester, de voir pour comprendre mieux. Alors, ça, c'est l'observable. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est l'implémentation d'un exemple d'observable, ici. OK? Alors, maintenant, on va voir les observateurs. Alors, pour être un observateur, ben, il faut implémenter cette interface. Entrée, je vais créer une implémentation observer implémentation 1. En fait, un observateur, lui, en fait, c'est ça. Un observateur, c'est une classe qui implémente l'interface observer et il redéfinit la méthode update. Et après, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il veut faire avec cette méthode update, plutôt cette nouvelle valeur du state. Par exemple, il y a un observateur, par exemple, qui va juste afficher cette information. Par exemple, il va juste afficher, à chaque fois qu'il reçoit la valeur du state, il va dire new state, state value, égale state. Donc ça, supposons que ça c'est l'observateur, c'est ce qu'il fait. Alors ici, donc c'est observateur 1, observateur 1 par exemple. Alors, il y a un autre observateur qui veut faire autre chose. Par exemple, j'ai un autre objet, une autre classe qui implémente l'observable, observer plutôt, qui implémente l'interface observer. Donc, c'est une implémentation, donc c'est une classe observer implémentation 2. Alors, dans cette implémentation, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, supposons que je récupère cet observable, il va récupérer la valeur du state. Lui, il va stocker tous les états, il veut stocker l'historique de tous les états. Par exemple, supposons on veut faire des prévisions. Là, par exemple, on voudrait utiliser donc les données historiques pour faire des choses. Par exemple, cet observable, lui, il va créer une liste qui contient par exemple des entiers, par exemple history. C'est new array list. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, à chaque fois qu'il est identifié, il récupère cette valeur, il va l'ajouter par exemple à l'historique, add state, et puis il va afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher par exemple la moyenne. Par exemple, on va afficher la moyenne. Pour cela, donc, je vais utiliser double sum, par exemple, égale à 0. Et puis, donc, je fais une boucle for pour chaque valeur state in history, par exemple. S in history, ben, tout simplement, je fais sum égale à la somme plus, par exemple, S. Donc, je fais une somme. Et puis, donc, j'affiche la moyenne. Donc, state, par exemple, AVG. Bon, state, ça peut être, par exemple, une température, ça peut être une valeur de la pression atmosphérique, par exemple, quand il s'agit, par exemple, des données météo, etc. Ça peut être des données financières, ça peut être, etc. L'essentiel, c'est que cet observateur, lui, il est programmé comme ça. À chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur qui arrive, ben, je vais me mettre à jour. Et se mettre à jour, c'est que je dois mettre à jour la valeur de state, par exemple, average. Donc ici, donc, je vais afficher la valeur c'est la somme. C'est la somme divisée par exemple, c'est history.size, par exemple. C'est la moyenne. Alors, je vais afficher quand même ici des petits tirets pour voir qu'il s'agit donc d'un autre observable.
plutôt d'un autre observer. Donc ça c'est observer 2, etc. Donc ici donc nous avons créé un observable et deux observateurs. Alors maintenant dans l'application, on veut faire un test. On va créer une classe de test. Alors dans notre classe de test, nous allons d'abord créer un observable. Donc observable implémentation. Donc ça c'est observable égale new observable implémentation. Donc on crée d'abord l'observable. Alors vous voyez donc l'observable pour le moment ici, il n'y a pas d'observateur pour le moment. Donc ça veut dire que si vous dites par exemple observable.setState 90 et quand vous dites observable.setState par exemple 30, c'est-à-dire vous commencez à changer l'état. Alors ici il n'y a rien qui va se passer, c'est que l'état de l'objet change, mais à chaque fois qu'on appelle la méthode setState, vous savez, quand on appelle setState, automatiquement on appelle notifyObservers. Et notifyObservers, qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir la liste des observateurs et il fait appel à la méthode update des observateurs. Alors, mais pour le moment ici, la liste il est vide, c'est-à-dire il n'y a rien. Donc c'est-à-dire si vous exécutez, il n'y a rien qui va se passer. Donc on change l'état de l'objet, ben, c'est tout. Mais maintenant, on voudrait que, on voudrait créer des observateurs. Alors justement, c'est ce que je vais faire pour ajouter des observateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser observable.subscribe. Donc vous voyez donc ça, la méthode subscribe d'un observable, c'est une méthode qui va être appelée pour ajouter une souscription, c'est-à-dire pour enregistrer un nouvel observateur. Alors ici donc quel est l'observateur que je vais enregistrer? New observable implémentation 1. Donc ça c'est le premier. Et après je vais enregistrer encore observable.subscribe subscribe new observable implémentation 2. Ok. Donc pour le moment, je suis dans la situation où qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai créé un observable et deux observateurs. Et les deux observateurs sont enregistrés chez l'observable. Alors maintenant, dans notre cas, à chaque fois que l'état de l'objet change, ici, setState par exemple 70, alors si j'exécute, et je vais voir que voilà, donc vous voyez donc l'observateur 1, il a reçu la notification, il a affiché la nouvelle valeur, et l'observateur 2 a reçu la notification et il a calculé la moyenne. Pour le moment, il y a une seule valeur. Et bien, on continue à changer l'état de l'observable. Alors ici, donc setState, par exemple 50, observable.setState 60, etc. Alors ici, donc j'exécute. Donc à chaque fois, vous voyez, donc à chaque fois que l'état change, l'observateur 1, il reçoit l'information, l'observateur 2, il reçoit l'information, lui, il va calculer la moyenne. Pour le moment, ici, il est à 70. Après, l'observateur 2, il va vous dire que la moyenne, c'est 60. Après, c'est encore 60. C'est vrai, c'est 60, ça n'a pas changé ici. Parce que vous avez 70, 50, et puis 60, donc ça reste toujours la moyenne 60. Alors ça prouve que ici donc les observateurs reçoivent ces notifications. Alors bien sûr donc un observateur il peut faire un subscribe, mais il peut également faire l'opération de un subscribe. Alors pour faire un subscribe ici, donc comme je n'ai pas retenu la référence de l'observateur 1, voilà ce que je vais faire. Donc je vais créer un observer ici, observer 1 égale new observer implémentation 1. Donc je crée l'objet ici et pour faire subscribe, donc je vais ajouter ici l'objet observer 1. Donc c'est la même chose. Alors ce qui fait que ici par exemple à ce niveau là, donc je vais encore faire observable.unsubscribe.
observer 1. Alors ici, donc, un subscribe, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet donc de se désabonner. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites l'observateur 1, il n'est plus intéressé par la réception des notifications. Donc ici, donc, je désactive la souscription. Voilà. Alors, ce qui fait que, par exemple, ici, à ce niveau-là, à cette étape-là, après ce point-là, je vais commencer, si l'état de l'objet change, observable.set state, si l'état change, par exemple 44, observable set state, par exemple 34. Alors ici, à partir de, donc au départ c'est observateur 1 et observateur 2 vont recevoir la notification, mais à partir de ce point-là, ici, vous voyez donc qu'il n'y a que l'observateur 2 qui reçoit la notification, qui calcule la moyenne, mais l'observateur 1, il n'est plus intéressé. C'est-à-dire, il est toujours là, l'objet, mais il ne reçoit plus les notifications. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a fait un subscribe. Donc, on a donc résilié la souscription ou bien l'abonnement de l'observateur 1. Vous voyez, donc, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est le principe du design pattern observer. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Alors, maintenant, en termes d'écriture, alors, au lieu d'écrire, par exemple, pour ajouter un observateur, on peut faire ça. Donc, je vais ajouter un autre observable. Plutôt, je vais ajouter un observateur. Subscribe. Alors, vous voyez donc, pour créer un observable, plutôt pour ajouter un observateur, et bien tout simplement, comme j'ai fait ici, donc j'ai créé une implémentation, un objet d'une implémentation d'une classe qui implémente l'interface observer, mais je peux directement faire ça. New, je crée un objet de l'interface. Donc observer, vous voyez ici, et là vous avez quelque chose que vous connaissez. Donc je fais subscribe. Donc, et je crée ce qu'on appelle un objet anonyme. Et un objet anonyme, c'est un objet d'une interface et dans laquelle vous allez redéfinir la méthode update. Dans notre cas ici, on va supposer que à chaque fois que je reçois le state, je vais par exemple afficher. Je vais afficher des choses comme ça. Et je vais afficher tout simplement une valeur, par exemple, supposons que dans le domaine métier, par exemple, de l'observer, lui, il va faire une formule, par exemple, prévision, je sais pas, prévision. Calcul surface. Par exemple, bon, il va calculer, il va faire cosinus, par exemple, de pi. De math.pi par exemple, de state multiplié par 2, n'importe quoi, je fais n'importe quoi, fois multiplié par log par exemple de state au carré. Vous voyez donc ici, donc je fais une formule, un calcul. Et donc à chaque fois que l'état change, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Maintenant, une fois que j'appelle observable.setState, par exemple, je vais changer 65. Alors ici, donc à ce niveau-là, donc je vais avoir, j'exécute. Vous voyez donc ici, il y a l'observable qui a reçu l'information, il a calculé, mais après il y a également, voilà, c'est-à-dire cet observateur
il reçoit l'information. Et on continue. Donc nous avons maintenant trois observateurs. Il y a deux observateurs qui ont été instanciés à partir des classes observer implémentation 1 et implémentation 2. Et nous avons ce qu'on appelle un observateur anonyme, c'est-à-dire un observateur appartenant à une classe qui n'existe pas. Généralement, si vous voulez créer un objet anonyme, vous créez un objet d'une interface et directement vous redéfinissez donc les méthodes de l'interface ici. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent dans votre code. Alors ici 44, etc. Voilà. Alors, donc ça c'est une syntaxe plutôt que vous avez l'habitude de voir. Ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup voir dans la programmation. Vous faites un subscribe. Bah, vous savez que quand vous créez un objet d'une interface, si vous avez une interface qui contient une seule méthode, c'est-à-dire créer un objet d'une interface qui contient une seule méthode. Donc, au lieu d'écrire donc un objet comme ça, bah, on peut utiliser les expressions lambda. Bah, justement, les expressions lambda, c'est tout simplement... D'ailleurs, si vous voyez ici IntelliJ, il vous propose, est-ce que vous voulez passer à l'expression lambda? Oui, hop. Et vous voyez donc c'est ça, c'est observable, subscribe, vous mettez directement. Donc on n'a pas besoin d'écrire, de redéfinir la méthode de update. Bah, on écrit directement ici notre méthode update, c'est celle-là. Ce que vous voyez là, on n'a pas besoin de préciser son nom. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'interface contient une seule méthode. Donc, je vous rappelle juste une interface qui contient une seule méthode, c'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle. Une interface fonctionnelle, c'est une interface qui contient une seule méthode. Et quand vous créez un objet d'une interface qui contient une seule méthode, donc au lieu de faire ça, bah, au lieu de faire new interface et on redéfinit la méthode, et ben cela, on va utiliser l'expression lambda. Et bien justement, l'expression lambda, c'est ça. C'est-à-dire, on utilise directement la méthode, on spécifie les paramètres. On n'a pas besoin de spécifier le nom de la méthode parce qu'on sait que l'interface contient une seule méthode et la méthode s'appelle update. On n'a pas besoin de spécifier le type du paramètre. On n'a pas besoin de le spécifier parce qu'on sait très bien dans l'interface que le paramètre, il y a un seul paramètre qui est de type int. Et on définit le corps, donc ici, le corps de la méthode. Donc vous voyez donc ici, je préfère les garder les deux, parce que pour vous, c'est toujours des rappels importants. Donc ça, c'est la première syntaxe. La deuxième syntaxe, c'est ça. Ça, c'est l'ancienne, avant Java 8. Avant Java 8, c'est le seul moyen, c'est comme ça qu'on fait. Mais à partir de Java 8, avec les expressions lambda, on peut faire par exemple ici, voilà, directement state, et vous mettez l'expression. Alors, ici, c'est pas cette state, c'est observable.subscribe, donc state, et vous faites ça. Et là, c'est un observateur. Ici, donc, vous faites la même chose ici. Donc ça, c'est un autre observateur dans lequel vous pouvez mettre, voilà, donc vous affichez par exemple la valeur tendance par exemple. Je fais par exemple state, s'il est supérieur par exemple à 50. La tendance c'est positif par exemple. Sinon, c'est négatif, par exemple. Alors ça, c'est une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, tendance, state. Ah, il n'y a pas de parenthèse ici, donc je n'ai pas besoin de parenthèse. Mais si je mets la parenthèse, je dois Sur le else. Oui, je dois faire... j'ai ici... Alors... Sur le else, il faut 2 points. Le quoi? Sur le else. Il y a positif après négatif. Avant négatif, il faut petit 2 points, monsieur, 2 points. Ah, 2 points, pardon. Oui, merci. Alors, ici, donc, state, donc, je fais plus, quoi, plus la condition. Ben, c'est ça la condition, point d'interrogation. Si la condition est vérifiée, donc j'affiche positive, sinon, j'affiche négatif. Voilà. Alors, mais pourquoi j'ai ça?
String booléen, oui. Parce que là, c'est un booléen, donc je dois faire tout ça. Bon. Voilà. Toute la parenthèse, comme ça, il va comprendre qu'il s'agit d'une concaténation. Parce que je fais la concaténation entre la chaîne de caractères et une expression. Voilà. Alors ici, donc, pour faire quelque chose de différent, je fais ça. Alors, donc, vous voyez, donc, ici, donc, à chaque fois que l'état change, je vois à la fin, ici, bah, je vois ici, donc, à chaque fois que l'état change, là, il affiche positif, et là, il affiche négatif, et l'autre, il affiche les prévisions, etc. Donc, voilà. Donc, il y a, syntaxiquement, donc vous allez trouver donc des expressions comme ça. Donc vous faites subscribe à un observateur. C'est une classe déjà qui est créée dans laquelle on implémente le comportement. Encore, on peut utiliser donc des objets anonymes. Donc ça c'est l'ancienne syntaxe notamment. C'est un objet anonyme ou tout simplement un objet d'une interface directement dans laquelle on redéfinit la méthode. Et puis donc la même chose ici en utilisant l'expression lambda. Alors tout ça, c'est un exemple d'implémentation du pattern observer. Est-ce que c'est clair? Voilà. Monsieur, c'est pas la même chose que Angular. Oui, c'est la même double chose. binding. C'est. Alors, tout ce que vous avez fait. Single binding. Alors, tout ce que vous avez fait avec Angular, avec Subscribe, c'est le pattern observer. Parce que dans Angular, on a le double binding, c'est-à-dire l'interface, plutôt l'interface graphique notifiée, les services notifiés. C'est ça. Les two-way binding, effectivement. Alors, dans Angular, le principe mais c'est pas uniquement dans Angular, dans React, dans tout ce qui est le user interface. C'est-à-dire tout ce qui est les interfaces utilisateurs sont basées sur le pattern observer. Tout ce qui est la gestion des événements. Par exemple, vous savez que dans Java, quand vous créez un bouton, ça c'est un ancien bouton, c'est pas du JavaFX, c'est un ancien bouton AWT. Vous créez un bouton, ok. Et après, donc ça c'est le bouton, c'est un observable, d'accord. Et puis vous allez dire que quand je clique sur le bouton, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites bouton.addActionListener. Vous voyez donc addActionListener, c'est quoi? C'est tout simplement c'est un subscribe. C'est-à-dire vous allez ajouter un observer. Et pour créer un observer, alors dans notre cas ici, il faut créer un objet d'une interface qui s'appelle abstract action, tout simplement. C'est-à-dire par exemple dans l'ancien package AWT, donc ici donc il faut redéfinir la méthode action performant. Et la méthode action performant, il va tout simplement, il reçoit action event. Ici, vous dites tout simplement if l'event get source, par exemple, ou bien, etc. Ou vous dites tout simplement, bah, je fais des choses. Voilà. Alors, typiquement, c'est pareil. Alors, sauf que ça c'est... Donc, ça, c'est une ancienne... c'est-à-dire c'est une ancienne librairie de graphique qui existait dans Java depuis la version 1. C'est ce qu'on appelle la librairie AWT. Bon, après, il y a Swing, mais après, il y a JavaFX. Mais donc, tout ça, c'est quasiment... C'est des interfaces qui ne sont plus utilisées. Mais si vous regardez dans JavaFX, vous allez également trouver des choses comme ça. À chaque fois, quand vous travaillez dans n'importe quelle librairie qui utilise les interfaces graphiques, donc vous créez des objets. Et quand vous créez plutôt des composants graphiques, par exemple sur Angular ou n'importe où, quand vous créez des composants graphiques, vous aurez besoin de créer des listeners. Donc créer un listener, c'est créer un observateur. Donc à chaque fois que vous voyez add listener, ou bien ajouter un écouteur ou des choses comme ça, c'est un observateur. Et un observateur, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un objet d'une interface
qui contient une méthode update. Donc ça, c'est juste pour vous dire un peu. Donc le pattern observer, vous allez beaucoup le trouver dans tout ce qui est, pas uniquement dans les user interface, mais quasiment dans toutes les applications. Les applications, bon, principalement quand on va utiliser les systèmes distribués asynchrones, c'est par exemple les brokers, comme par exemple RabbitMQ, Kafka, c'est le même principe parce que quand vous avez des subscribers, c'est-à-dire des applications qui vont faire des subscribes, et puis il y a d'autres applications qui vont, c'est-à-dire qui vont publier des messages, et après les autres applications vont recevoir ces messages. Donc tout ça, c'est des exemples sur lesquels on va encore travailler. Alors, Monsieur, monsieur. Monsieur, donc les observeurs. oui, C'est pour les observeurs. Est-ce qu'il y a la possibilité avec les observeurs et qu'on fait une autre application pour partir au milieu subscribe? ben oui, mais dans ce cas-là, c'est justement, c'est de l'appeler, dans ce cas-là, c'est des applications réseau. Donc c'est à peu près ce qu'on a vu. C'est-à-dire une application qui se trouve, plutôt une application qui va faire un subscribe vers une autre application, c'est ça? Oui, monsieur. Et on peut envoyer des notifications, par exemple. Je vais par exemple envoyer la notification à l'autre application pour faire la mise à jour de la base de données, etc. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais. Donc maintenant, le pattern observer ici, donc ça c'est une simple implémentation dans laquelle on suppose que les observateurs et les observables se trouvent dans la même machine. Donc c'est-à-dire dans la même application. Ce n'est pas une application distribuée. Mais si vous utilisez une application distribuée, bah, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous aurez besoin de passer via des web services ou bien via d'autres technologies qui permettent à un objet qui se trouve dans une machine de notifier un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Mais ça, c'est la même chose, c'est le pattern observer, sauf que vous aurez besoin d'utiliser pas uniquement le pattern observer, parce qu'après vous aurez besoin d'utiliser donc les patterns proxy. Donc si vous vous rappelez avec les web services, donc il faut également utiliser un autre pattern proxy parce que vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle le principe de stub, skeleton. Donc tout ça, c'est des concepts qui vont être combinés. On peut faire ça, on peut utiliser des Java RMI, oui. Par exemple, Java RMI ou la JAX-WS ou la... Donc les web services, on a déjà vu des exemples avec les web services, c'est pour cela que je préfère... donc si vous voulez que ça soit une application purement Java, donc vous pouvez utiliser RMI, vous pouvez utiliser pas mal de choses pour faire ça. Ou encore, voilà, donc, gRPC. Donc ça, si vous voulez faire communiquer les applications distribuées, tout ce qu'on dit dans les patterns, tout ce qu'on manipule dans, c'est-à-dire toutes les implémentations des patterns au sein d'une application orientée objet classique, peut être implémenté dans le cadre d'une application distribuée. Donc vous voyez, donc, sauf que la compréhension des patterns, dans un premier temps, il faut les comprendre d'abord comme ça. Il faut les implémenter dans une application, mais après, comment distribuer les objets? Donc ça, c'est une histoire donc, dont on avait parlé depuis l'année dernière et qu'on est en train toujours d'étudier. C'est bon, merci. Voilà, alors, donc voilà. Monsieur, oui? ouais, il peut arriver à un moment donné où le pattern observer a des avantages d'utilisation. C'est pas que à un moment. Est-ce qu'il y a des moments où le pattern observer peut avoir des avantages ou bien des inconvénients? Non, des avantages, des inconvénients, je vais dire. Voilà, parce que bon, si tu me dis qu'il y a le pattern observé, il est fait pour résoudre justement ce problème, donc ça c'est des avantages. Bon, les inconvénients, bon, les inconvénients, en fait, comment dire, donc le pattern observer, il faut juste, si vous l'avez bien implémenté, le problème c'est-à-dire qui peut être posé
c'est dans le cas où, par exemple, que si l'état par exemple, de l'objet change, supposons que l'état de l'objet change en permanence. Par exemple, supposons state, vous définissez ici, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, dans le pattern state, ici, donc, je crée une méthode de... Allez, je fais public... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais... Là, je le fais dans l'application. Je vais, par exemple, utiliser un timer qui fait que l'état de l'objet change aléatoirement, par exemple. OK? Alors, donc, je vais créer, par exemple, un objet. Je crée un thread. Non, je ne peux pas créer de thread. Donc, je vais créer une boucle, tout simplement. Bon, sans créer de thread. Alors, une boucle. While true, par exemple. Alors, donc ici, donc, je fais une boucle dans laquelle je vais, voilà, j'appelle comme ça, observer.setState. Et je fais mat.random multiplié par, par exemple, je fais des trucs aléatoires comme ça. Bon, ça doit être un entier, donc je dois faire ici int, et je fais un cast comme ça. Alors, si vous êtes dans ce genre de situation, ici, vous avez quasiment l'état de l'objet change en permanence. Et quand l'état de l'objet change en permanence, vous voyez, ben les objets, ils vont être pollués, ils vont recevoir beaucoup de notifications. Donc, c'est-à-dire, et ces objets, quand ils reçoivent beaucoup de notifications, parfois, dans l'application, il faudrait donc, c'est-à-dire, parfois faire un petit réglage dans, par exemple, l'observable, ici, implémentation. Ici, dans la méthode notify observers, on va l'appeler uniquement si, par exemple, il y a une variation qui est très grande. Supposons que c'est un capteur. Par exemple, de température. Supposons que l'observable, il a un capteur de température, ou bien le capteur d'humidité, par exemple. Il est pris donc cette valeur de cette state, il change à chaque fois que l'humidité change. Donc, et comme les variations, les capteurs, généralement, ils sont très sensibles, la variation, c'est-à-dire la valeur, elle peut changer tout le temps. Mais avec des valeurs qui sont très petites, c'est-à-dire c'est des variations qui sont très petites. Alors généralement quand vous avez par exemple un observable qui dans l'état change en permanence, généralement on a besoin de régler, de préciser par exemple à quel niveau de variation vous voulez faire la notification. Dans notre cas ici, vous pouvez par exemple faire quelque chose comme ça. Ici, avant de changer le state, par exemple, hold, par exemple, state, égale indice.state. Donc, c'est l'ancien state. Et après, donc, vous changez donc, avant de changer le state, ici, vous changez le state. Et après, vous dites if, par exemple, this state moins par exemple old state, c'est-à-dire la différence par rapport à la valeur précédente, si elle est supérieure à par exemple à 4, par exemple à 10 ou je sais pas quoi, si elle est supérieure à 10, c'est à ce moment-là que je vais notifier les observateurs. Vous voyez donc ici, donc je suis en train de créer un réglage au niveau de l'observable pour dire bah, je ne vais pas notifier les observateurs tout le temps, mais je ne vais les notifier que si c'est-à-dire la variation
dépasse par exemple un niveau, par exemple ici 10. Alors si vous faites ça, donc vous allez, c'est-à-dire vous allez en quelque sorte régler ce problème. C'est-à-dire ici vous voyez, quand vous regardez, vous n'allez pas recevoir les notifications tout le temps, mais vous allez recevoir les notifications uniquement à chaque fois la variation soit s'il est supérieur à 10. Donc on peut dire ça c'est... Je crois qu'il y a un exemple pertinent dans ce cadre, c'est l'exemple des séismes. Il y a toujours des séismes, mais à un certain niveau, il faut mentionner qu'il y a... Qu'il y a l'alerte. Voilà. Oui. Oui, mais pas uniquement dans le séisme, même dans l'IoT, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand vous avez une application qui va lire les capteurs, ben, si vous ne faites pas ce genre de choses, eh ben, vous allez vos applications, parce que le capteur il est très sensible, la valeur il change avec des virgules, etc. Ben, et du coup, donc, vous avez besoin de faire quelque chose dans votre implémentation, de faire ici un test. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais notifier uniquement quand la valeur dépasse un seuil, par exemple, etc. Bon, mais tout ça, c'est des contraintes, mais auxquelles il faut chercher des solutions. Donc, mais à part ça, donc, le pattern observer, il vient justement pour résoudre ce problème. Quand est-ce qu'on applique le pattern observer? Si l'état d'un objet change, vous voulez notifier les autres objets pour qu'ils se mettent à jour. Dès que vous avez un problème dans lequel vous avez ça, vous avez par exemple, quand l'état de l'objet change, les autres objets doivent être informés pour se mettre à jour, eh bien, il faut penser à utiliser le pattern observer. C'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Alors, donc, l'implémentation que j'ai utilisée ici du pattern des observateurs, alors c'est une implémentation qui utilise la technique. Quelle technique? Est-ce que ça c'est des push ou bien des pop? Push. Push. Alors c'est push. Pourquoi? Parce que l'observable, quand il appelle la méthode update, regardez, quand il appelle la méthode update, il transmet, il pousse l'information vers l'observeur. Ok? Alors maintenant, si vous voulez utiliser la technique du pop, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben, il faut changer au niveau de l'observeur, l'interface. Alors, l'observeur ne reçoit plus le state, mais par contre, il va recevoir un paramètre de type observable. C'est-à-dire, il reçoit la référence, c'est comme s'il reçoit l'adresse de l'observable. Bon, ce qui fait que, ici, dans ce cas-là, vous voyez donc ici l'implémentation. Quand vous créez une implémentation d'un observeur, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on reçoit l'observable qui a envoyé la notification. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, tout simplement, là, on ne reçoit pas l'observeur plutôt, il ne reçoit pas la mise à jour. Il ne reçoit pas la valeur du state. Mais il reçoit juste update. C'est comme si l'observable, il va te dire, il y a une nouvelle information, voilà mon adresse, voilà mon numéro de téléphone. Il t'envoie, c'est-à-dire la référence, plutôt la référence de l'observable. Ici, c'est l'observable qui va prendre cette information, il va faire un cast. Donc ça c'est ici, donc ça c'est l'observable. C'est-à-dire si vous voulez, donc vous allez faire quelque chose comme ça. Observable, c'est observable comme ça. Observable. Et vous allez appeler la méthode getState. Mais pour appeler la méthode getState, eh ben, il faut faire un cast vers la classe observable implémentation 1. Vous voyez? Et vous appelez la méthode getState. Alors getState, c'est pas cette state, c'est getState. Et là, vous avez ici int state.
Et ça, c'est la technique des POP. C'est-à-dire que quand l'observer est notifié, bah, c'est l'observer qui va appeler la méthode getState. C'est-à-dire, c'est c'est ce que nous avons montré ici. Oui. Alors, dans la technique du POP, alors quand l'état change, oui, quand l'état change, on va notifier. Et quand on va notifier, qu'est-ce qu'il fait l'observer? C'est lui qui va appeler la méthode getState. Et il va récupérer la valeur. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, j'appelle getState. Mais généralement, avant de faire un cast, souvent vous faites un test comme ça. If observable, c'est-à-dire c'est l'observable qui m'a envoyé cette information, qui m'a notifié. Parce que si c'est une instance de observer implémentation, vous voyez, dans ce cas-là, je récupère le state, je fais un cast vers ça et j'affiche l'information sur le state. Alors, vous voyez donc, ça c'est une implémentation dans laquelle on utilise la technique du POP. C'est ça POP. Pour getState, c'est-à-dire c'est l'observable qui va décider de récupérer l'information. Alors maintenant, côté observable, quand il fait, vous voyez donc ici notify, il appelle par exemple update, ça c'est notify si vous voulez. Alors ici, il ne va pas transmettre le state, mais il va transmettre 10. C'est-à-dire sa référence, cet objet-là. Donc, il transmet l'objet. Il dit que donc, avec ça, on peut faire fonctionner également la même application. Alors, comme on a fait ici, sur l'implémentation 1, on va faire la même chose pour l'implémentation 2, etc. Vous voyez ici. Je fais la même chose ici. Observer implémentation, ça c'est observable. Et là, on fait un test et on ferme la collade ici. Voilà. Donc ici, donc, pour passer de la technique du push vers la technique du pop. Alors maintenant, c'est quoi l'avantage de la technique du pop? L'avantage de la technique du pop, c'est que quand un observable, quand on a un observateur est notifié, c'est l'observateur qui va décider quand est-ce qu'il va récupérer cette information. Par exemple, l'observateur, il peut faire par exemple quelque chose comme ça. If. Donc, il peut faire par exemple, il peut faire un test. Il peut ici donc voir si par exemple history par exemple point size s'il est encore inférieur à 600, je récupère l'information. Je fais quelque chose comme ça. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est en fait ici l'observer, quand il appelle la méthode getState, quand il va faire pop, quand il va tirer l'information, c'est lui qui choisit les conditions. Par exemple, je dois d'abord vérifier si par exemple, mon tableau historique n'a pas atteint 600 éléments. Parce que quand on va atteindre 600 éléments, donc ici, on ne va plus faire ça, etc. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'observable, il peut implémenter des mécanismes, plutôt l'observer, il peut implémenter des mécanismes qui permettent, avec lesquels il va contrôler, c'est-à-dire la réception des informations. Alors, donc ça c'est justement parce qu'après on va faire un cours sur Kafka. Dans les brokers, donc vous savez, il y a des brokers comme RabbitMQ qui par exemple qui utilisent la technique du push. Hein, donc, il y a deux types de brokers qui existent dans les systèmes distribués. Par exemple, il y a des brokers qui utilisent la technique du push. Et c'est quoi la technique du push? La technique du push, c'est que à chaque fois que le broker reçoit une information, par exemple, quand il reçoit un message, le message, il l'envoie directement vers les consommateurs.
À chaque fois qu'il y a par exemple un message qui est reçu, si le consommateur est connecté, il lui envoie le message. Donc ce qui fait par exemple, si par exemple le producer envoie 1000 messages par seconde, ben, le consommateur va recevoir 1000 messages par seconde. Ça c'est l'inconvénient de la technique du push. L'inconvénient de la technique du push, c'est que il se peut que c'est-à-dire le consommateur soit débordé. C'est-à-dire le consommateur, l'observeur, il peut être débordé. Il peut recevoir beaucoup de notifications parce qu'il n'y a aucun contrôle, parce qu'en fait, c'est l'observable qui impose. À chaque fois que je reçois une information, je m'en fous, je vous envoie l'information. Même si vous n'en avez pas besoin, donc je vous l'envoie. Donc ici, donc ça c'est l'inconvénient de la technique du push. Alors la technique du pop, c'est de dire, moi, je t'informe, il y a par exemple un changement, mais après c'est à toi de décider quand est-ce que tu vas m'appeler pour me demander la nouvelle information. Donc c'est ça, si vous voulez, la différence entre les deux. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, alors donc ça c'est le principe de base. Donc si vous testez, bah, vous testez votre application. Bien sûr, ici, là, il faut qu'on fasse la même chose, mais tout ça je vais changer. Oui, ici, donc là, c'est bon. Vous exécutez et vous allez voir que c'est bon. Cette fois-ci, donc nous sommes passés de la technique du push vers la technique du pop. Voilà, alors donc je pense que j'ai un peu couvert l'essentiel, c'est-à-dire du pattern observer. C'est un design pattern qui est très important. C'est quasiment la base des patterns, les bases des patterns quasiment c'est l'un des premiers patterns, surtout pour quand il y a des entretiens techniques, souvent en design pattern, et c'est quasiment impossible de ne pas vous parler du pattern observer. Le pattern observer, c'est un pattern qui est, à chaque fois que si on veut créer une application dans laquelle on gère les événements, quand il y a un événement qui se produit quelque part, je voudrais faire quelque chose d'autre dans d'autre part, eh bien, ça c'est le pattern observer qui est là. Donc, qui permet de résoudre ce genre de problématiques. Bon, il y a des choses bien sûr, dont je voulais parler, mais je pense qu'on a couvert un peu globalement tout cela. Voilà. Alors ça concerne le pattern observer. Alors, j'ai ici donc vous avez une implémentation du pattern observer. Pour la technique du pousser, tirer, donc vous avez les deux implémentations. Ici, vous avez un exemple d'application si vous lisez dans le support. Ben justement, c'est un exemple météo. Donc vous avez une station météo qui a des capteurs, la capteur d'humidité, de température, de pression. Et cet objet-là, donc à chaque fois que la température, à chaque fois l'humidité ou bien la pression change, eh bien, il va notifier d'autres objets qui vont, notamment, chacun peut faire des choses. Il y a un objet qui va afficher la température, l'humidité et la pression. Il y a un autre qui va faire des prévisions météorologiques. Il y a d'autres. Donc, c'est-à-dire ça, des observateurs qui vont recevoir les notifications et chaque objet peut exploiter ces données-là de sa propre façon. Bon, ça, il y a un exemple que vous pouvez lire dans votre support. C'est un exemple intéressant.
Alors, quelle heure il est? Elle est presque 21h. Ok. Alors, donc, pour ne pas trop vous alourdir, donc, je pense que pour aujourd'hui, donc, on va se limiter à ce pattern-là, le pattern observer. Donc, il va falloir la même chose, donc, le comprendre, faire cette implémentation. Et après, donc, regardez donc les exemples d'application que vous avez. Et comme ça, donc, la prochaine fois, bah, les prochains cours, donc je vais vous laisser les cours, parce que dès que vous commencez à étudier 2, 3 design patterns, vous pouvez toujours continuer à étudier les autres. Donc, les prochains design patterns qu'on va étudier sont les suivants. Donc, on va étudier le pattern décorateur. Moi, je pense que je ne dois pas le faire maintenant parce que sinon, je vais vous compliquer un peu les choses. Ensuite, on va étudier le pattern adapter, le pattern composite et le pattern adapter après. Voilà, le pattern adapter. Donc voilà, donc la prochaine fois, donc on va étudier 3 design patterns. Donc le pattern décorateur, le pattern composite et le pattern adapter. Ces 3 design patterns qui sont extrêmement importants également. Donc bien sûr pour ceux qui veulent un peu avancer, une fois que vous faites le pattern observer, donc je vais vous laisser les chapitres, les enregistrements vidéo des chapitres suivants. Alors je vous conseille toujours de jeter un codé, comme ça quand vous suivez le cours ça devient un peu plus simple et ça vous donnera l'occasion de poser donc des questions un peu plus précises.